Aurélia a un parcours atypique. Après des études dans la gestion de l'environnement, elle a travaillé 2 ans en cuisine dans le petit restaurant du domaine. Puis, fascinée par les plantes, elle a poussé la porte du jardin. Elle est aujourd'hui responsable pédagogique. Bonjour Aurélia. Bonjour Jamy. Nous voici au milieu des moutardes. C'est tout ce qui est en fleurs en ce moment autour de nous, ces belles brassicacées bien jaunes. Des moutardes qui sont comestibles. Ah tout à fait, comme la plupart des brassicacées. Si on peut goûter les petits bourgeons, si vous voulez, même les petites feuilles. Les jeunes pousses, en général, c'est quand même le meilleur. On va prendre le temps de l'observer, cette moutarde. Voilà, les inflorescences qui vont se transformer. Les boutons et puis les fleurs déjà épanouies. Et on peut les croquer. On peut les croquer directement. Allez. Effectivement, il faut attendre quelques secondes et le piquant de la moutarde arrive tout de suite. Ressort, oui. Tout à fait. Et même les petites pousses, du coup, dans une salade, c'est l'idéal. Ça va remplacer presque la roquette. Les mêmes saveurs que la roquette dans une petite salade. Et on va retrouver ce piquant. C'est plus piquant que l'inflorescence. C'est plus concentré au niveau des feuilles. Et je rappelle que ce sont des fleurs totalement sauvages que chacun peut aller cueillir dans la nature pour agrémenter une salade ou autre chose. Voilà. Il suffit d'apprendre à les reconnaître et puis après on peut s'amuser autour de nos plats. On dit moutarde, mais c'est bien à partir des graines de cette fleur qu'on fabrique le condiment qu'on mange tous à table, c'est ça, oui. Alors de la moutarde, qu'est-ce qu'il y a également autour de nous? Alors on va avoir des carottes, par exemple. Des carottes sauvages. Montrez-moi. Donc l'ancêtre des carottes qu'on va retrouver dans le commerce. Hop. Voilà. Alors on reconnaît les fans, voilà. Alors, je parle des fans de la carotte, hein, évidemment. Voilà, les fans et la carotte. Donc on peut consommer aussi les fans quand elles sont jeunes. Et la carotte, elle est là, on la voit, toute fine, toute discrète. Une toute petite carotte qui est blanche. À l'origine, la carotte était blanche. Elle est devenue orange quand on a commencé à produire les carottes venant des Pays-Bas. Au XVIe siècle, à la suite de croisements entre des carottes rouges et des carottes blanches, la carotte orange est apparue. À l'époque, les Hollandais l'offrent au prince d'Orange pour lui prouver fidélité. Voilà, mais ça, c'est vraiment l'ancêtre de la carotte qui ressemble d'ailleurs un peu plus au panais. Oui, au niveau de la forme, même de la couleur. Après, si on la casse juste un tout petit peu, l'odeur est typiquement celle de la carotte. Ah oui. On retrouve tout de suite l'odeur. Donc on peut l'utiliser de la même manière que la carotte traditionnelle. Alors il en faudra beaucoup pour se nourrir, mais... C'est le goût de la carotte. Voilà. Très bien. On va... Là-bas, il y a d'autres fleurs jaunes un peu moins hautes. Qu'est-ce que c'est? Qui donnent envie, qui tentent par leur couleur. C'est l'oxalis du Cap. On la reconnaît facilement avec la fleur, mais après, autrement, on peut vite la confondre. Vous voyez cette forme de trèfle au niveau des feuilles? C'est pas évident. Et si vous voulez juste mâchouiller la tige, vous allez voir cette petite saveur acidulée. Ah oui, c'est très frais. Très frais. On a de la chance parce que au milieu de ces oxalis, il y a des chardons. Aïe, ça pique. Voilà, ces chardons qui sont un peu désagréables, mais il ne faut jamais oublier que c'est l'ancêtre de l'artichaut. Alors là, ça donne pas envie avec les pics. Mais si on est patient, par contre, on pourrait le consommer finalement. On va avoir ces petites inflorescences au bout et on aura exactement la saveur du cœur d'un artichaut. Vous êtes extraordinaire parce que vous nous donnez même envie de croquer dans un chardon. C'est fou. Aurélia, vous m'avez mis en appétit. On va se retrouver au pique-nique, mais en attendant, je vais aller explorer une autre partie du jardin où poussent des plantes qui entretiennent un lien très étrange avec le feu. C'est dans quelle direction? C'est par ici. Sur la colline? Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. L'une des caractéristiques de beaucoup de plantes qui vivent sous un climat méditerranéen, c'est leur relation avec le feu, une sorte de mariage contre nature. Le feu les détruit, mais elles en ont besoin pour se régénérer. C'est le cas du callistémon, comme celui-ci.
Et c'est Alain que Jamie va rejoindre pour évoquer ces plantes dites pyrophiles. Alain, c'est dramatique. Si le feu ne passe pas par ici, cet arbre n'aura pas de descendance. Effectivement, Jamie. Effectivement, cet arbre ne sait pas libérer ses graines. Elles sont où ces graines, c'est ça? Non. Ça, ce que tu vois, ce sont les fruits. Les fruits, ce sont ces petites boules de bois noir et les graines sont enfermées dedans. Et les fruits ne sont pas capables de s'ouvrir tout seuls. Il faut le passage du feu pour qu'ils s'éclatent. C'est la chaleur qui va faire éclater le fruit. Mais alors, il y en a un peu partout, là. Il y en a du bout de la branche, finalement, jusqu'à la fourche. L'arbre conserve tous ses fruits. On peut récompter les années depuis la dernière, 2016. Alors, et puis attendez. 2016. 2015. Oui. 2014. 2013. 2012. 2011. Et on peut ainsi remonter le temps et connaître l'âge de l'arbre. Il a quel âge, celui-ci? À peu près une vingtaine d'années. Bon, je ne vous souhaite pas, malgré tout, que le feu passe par ici. Qu'il garde ses graines le plus longtemps possible. Quand on veut reproduire la plante, on prélève une petite graine, on la fait frire à la poêle, elle s'éclate, on récupère les graines Et faire un semis. Et on va pouvoir faire un semis. Voilà. C'est comme ça qu'on procède pour reproduire ce calistème. Voilà. Alors ça, c'est une stratégie, mais il y en a d'autres. Tout à fait. Puis il y en a d'autres qui simplement résistent au passage du feu, justement en ayant comme une protection, et puis qui reverdissent après. Ça, je veux voir. Allons-y. Et voilà le Black Boy, Qui vient d'Australie également. qui vient d'Australie, effectivement. Alors, quelle est sa stratégie à cet Sa arbre? stratégie, c'est la stratégie du chêne-liège. Comme l'énoline. Comme les nolines, tout à fait, mais qui, elles, viennent d'Amérique. Donc, ce que tu vois là, c'est la base de ces feuilles, ici. Ok. Quand le feu passe, les feuilles brûlent, mais la base des feuilles, qui sont très, très denses, vont protéger le cœur du tronc. Voilà. Et donc, ça va protéger, la plante ne va pas mourir. On voit d'ailleurs ici le passage des feux. Où ça? Là où c'est noir? Tout à fait. Il y a eu des incendies ici? Il n'y a pas eu d'incendie ici. Mais cette plante, en fait, pousse d'1 centimètre par an. Elle fait à peu près 1,20 m, donc elle a 120 ans, à peu près. Mais elle est plantée ici que depuis 20 ans. Donc en fait, cette plante vient d'Australie. Et les traces, c'est des fleux qu'elle a subis en Australie. En fait, c'est l'histoire de l'arbre que l'on retrace à travers ses cicatrices et non pas celle du jardin. Tout à fait. Non, mais alors, l'inflorescence qui se dresse au sommet de la plante. Alors normalement, après l'incendie, ça déclenche la floraison. Et c'est à cause de cette inflorescence que cette plante a été baptisée Black Boy. Il faut s'imaginer les colons anglais qui débarquent et qui découvrent au petit matin des silhouettes un petit peu hirsutes avec à leur côté des espèces de lances qui pour eux étaient des guerriers aborigènes. D'où le nom de Black Boy. Maintenant d'ailleurs, on préfère appeler ces plantes grass tree, herbe en arbre. C'est une petite connotation un petit peu moins Colonial. coloniale. Voilà. Alors évidemment, toutes ces plantes nous font voyager, mais comme on est au bord de la Grande Bleue, on a aussi envie d'un jardin où on entend chanter les cigales, où il y a des oliviers, des agrumes. Allez, direction le domaine d'Orvès. I'm gonna do all the things for you a man wants a girl to do. Oh baby, oh baby. Lorsque Pierre Deval, un peintre intimiste, et sa femme achètent la propriété en 1925, Orvès est un village maraîcher privilégié, car protégé du vent par le mont Coudon et abreuvé par des sources abondantes. I'm gonna shower you with love and affection. Look out, it's coming in your direction. Vous entendez les grenouilles, j'espère, parce que c'est très impressionnant à cette saison de l'année, les grenouilles. Depuis 1992, sous l'influence de leur fille Françoise, le jardin de 8 hectares est aujourd'hui un espace vert ouvert sur le monde.
Alors là, on arrive dans un champ de chasse-menthe. C'est une plante rhizomateuse d'Afrique du Sud qui a un peu tendance à tout envahir, mais vu la taille du jardin, on est assez content. Regardez comme ce rosier chinois de l'Himalaya, en fait, est beau. Parce que son feuillage, à cette période, est presque aussi rouge que ses fleurs. Avant d'être classé jardin remarquable, la famille a dû réaliser d'énormes travaux afin de le remettre en état. Car pendant la guerre, le domaine est réquisitionné par l'armée allemande qui installe son quartier général et entreprend de couper tous les arbres, y compris les oliviers multicentenaires de l'allée d'accès. Alors ça, c'est le portail d'entrée avec l'année d'olivier en 1944, quand ils sont partis à l'arrivée des Allemands. Et 1945, quand ils sont revenus au moment de la libération. 1200 arbres ils ont coupés sur la propriété pour, paraît-il, voir arriver l'ennemi. Et voilà aujourd'hui le résultat d'un travail acharné et passionné. Grâce à l'aide de son fils Kenneth, l'allée centrale a presque retrouvé son allure d'avant l'occupation, notamment avec ses oliviers. Comme tous les fruitiers, pour que ça produise, il faut une taille pour l'encourager à faire des fruits. Sinon, une plante, il va toujours faire plus de feuilles que de fruits. Alors, tout ce qui pousse vers l'intérieur, on coupe. C'est vraiment laisser un puits de lumière au milieu pour que le soleil il arrive à toutes les branches. Pour entretenir ce jardin désormais luxuriant, Françoise et Kenneth peuvent compter sur l'aide de Nathalie. Les acanthes qui essayent de s'incruster. Une jardinière indépendante qui travaille ici depuis 3 ans, à chaque printemps et à chaque automne. Le jardin est toujours en mouvement, parce que Kenneth a plein d'idées, Françoise également. Et il n'est jamais fini, il est sans fin. Ça n'existait pas l'année dernière, ça a été fait cette année. Là, il y avait des parterres de romarins assez anciens qui commençaient un petit peu à décliner. Hop, tout a été dégagé. Et on a créé cet espace un petit peu géométrique pour pouvoir redonner un nouveau peps, une nouvelle couleur et une nouvelle forme au jardin. C'est vraiment un plaisir. Ce matin, il s'occupe d'arbres de la famille des agrumes qui produisent des kumquats. En fait, c'est un fruit, on le mange comme ça, avec la peau. On le mange en entier. La preuve. Un peu acide, mais très bon. On met du gravier, de la gravette au fond pour bien drainer. Après, un mélange de terreau compost, fumé et de la terre. Et un peu d'amour et ça va pousser. On ne va pas le mettre tout seul, on va essayer de mettre des plantes qui peuvent l'accompagner. Alors des plantes couvre-sol avec un arbre, c'est très bien. Et une fois installé, il n'y a plus de mauvaises herbes qui poussent. En plus de s'assurer du bienfait des plantes, l'objectif est ici de créer des tableaux végétaux pour donner une véritable âme à ce jardin. Tous les gens qui viennent ici ressentent un petit peu cette magie, cette sensibilité. Et voilà, donc on se sent bien. Quand on est à Orvès, on se sent vraiment zen. Retour dans le jardin surplombant la Méditerranée. Le domaine du Rayol est immense, 20 hectares. Après l'Australie et le Mexique, nous voici dans un décor qui nous est plus familier, plus sauvage aussi, le maquis. Alors parmi les plantes emblématiques de ce maquis, il y a le cyste.
le domaine du Rayol en héberge une collection exceptionnelle, 35 variétés différentes de cystes. Et nous allons rejoindre Lénie avec qui on va faire une bouture de cystes. Lénie? Oui. Ah Lénie, décidément les jardiniers ne sont pas faciles à trouver. C'est vrai que dans le maquis, on se perd facilement. Alors voilà un de mes cystes préférés, le cyste ladanifère. Ladanifère, exactement. Voilà, qui a la particularité d'avoir des feuilles collantes. Exactement. Regardez. Hop, et les feuilles aussi. Alors ce n'est pas très agréable, mais en fait, c'est une stratégie qu'a adoptée cette plante pour résister à la sécheresse. En fait, cette substance est très très gluante et en fait, elle va la suinter, elle va la transpirer au lieu de transpirer de l'eau. Et justement, en se déposant sur les feuilles ainsi que sur la tige, ça lui fait une sorte d'écran qui va d'une part, de par le côté luisant, refléter les rayons du soleil et d'autre part, du coup, en durcissant, en se déposant, va créer une couche donc protectrice qui va atténuer les rayons du soleil et qui vont du coup diminuer aussi la perte d'eau par évapotranspiration. Alors pour autant, ce n'est pas le cyste que nous allons bouturer. Non, exactement, parce que celui-ci, comme vous le voyez, il est en bouton. C'est-à-dire qu'en fait, les fleurs vont commencer. Donc le problème, c'est que bouturer un cyste dans cette condition-là, ça va faire que la plante va être trop épuisée. En fait, les boutures ne pourront pas être viables, tout simplement. Donc nous allons bouturer un cyste qui ne sera pas du coup encore en bouton, qui va préparer ses fleurs, mais qui ne les a pas encore faites. Une autre variété. Exactement. Qui se trouve un peu plus loin. Un petit peu plus haut. Je vous suis. Allons-y. Voici celui que nous allons bouturer. Alors du coup, au niveau des boutures, nous allons couper un segment environ de cette taille-là. Je suis venu équiper. Alors, où est-ce qu'on taille? Là, ici, à la base? À la base, voilà. Là, ici. Hop. Et ensuite, à partir de là, on coupe à ce niveau-là, au niveau de la moitié environ. Pourquoi on sectionne la tête? Alors parce qu'en fait, la bouture va plus passer son énergie à justement la continuité de cette tête plutôt qu'à la création de racines, ce que l'on cherche. Ok. Ensuite, ici, on va couper du coup une à une toutes les feuilles ici, de sorte à en laisser généralement sur l'extrémité que 2 ou 3. Au niveau du pétiole, carrément? Voilà, ou complètement à la base. C'est vraiment un travail de précision. Voilà. Hop. Et au niveau des feuilles ici, vous les coupez ici et là, donc de moitié. C'est vrai que c'est toujours un peu bizarre quand on fait une bouture de couper des feuilles à moitié. Mais c'est toujours la même idée, c'est d'éviter que les feuilles ne pompent trop d'énergie à cette jeune plante. En même temps, cette jeune plante va avoir besoin de sève pour grandir. Et cette sève, elle ne peut être fabriquée qu'au niveau de ses feuilles grâce à la photosynthèse et au pigment vert, la fameuse chlorophylle. Allez, dans la boîte. Voilà, et maintenant, nous allons mettre tout ça en préparation au fog. Au fog? Au fog. C'est un peu nébuleux, ça. Le fog. Il ne s'agit pas du brouillard londonien, mais d'une petite serre dans laquelle Jamie et Lénie vont déposer leurs boutures une fois qu'elles auront été plantées dans une motte de terre. L'idée, ça va être donc tout simplement de la placer au centre ici, on va dire sur en moyenne 2 cm. Allez, j'essaie. Allez. Hop, donc, je la place au centre. Voilà, sur environ 2 segments. Et ensuite, on tasse bien la terre à la base de la bouture. Voilà, et une fois qu'elle est bien fixée, elle est prête. Et ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête. Du coup, une fois que les boutures sont prêtes là, on peut les mettre dans le fog. Eh bien, allons-y. C'est dans cette serre qui concentre l'humidité que les jeunes plants vont être déposés durant 2 mois afin de développer leurs racines pour être ensuite rempotés. Laissons donc les boutures pour d'autres horizons. Know that someone
est temps de retrouver notre table de pique-nique et notre chef Anthony Lopez. Auparavant, on va faire un petit crochet par le potager de Marie-Hélène Barbarou. Elle y cultive des légumes emblématiques de la région. Si je vous dis le violet, vous pensez bien sûr à l'artichaut. Planche et Gamelle, c'est la déclinaison bistrot du premier restaurant d'Anthony Lopez. Lorsqu'il cuisine, le chef propose de faire découvrir les classiques de la cuisine provençale. Les produits frais, locaux et de saison proviennent en grande partie de chez son amie Marie-Hélène. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est avoir 2-3 gros artichauts. Et je voudrais lui faire manger, parce que je sais que c'est très bon, lui faire manger la queue, l'artichaut. Les artichauts violets de Provence sont spécifiques à la région. On peut les consommer crus ou cuits, car ils sont extrêmement tendres et savoureux. Tu verras au passage ce beau bouquet là sur un seul plan. On peut magnifique. cueillir jusqu'à 15-20 artichauts, la même plante. Après les artichauts, direction les fenouils qui n'attendent que d'être cueillis. Là, ceux-là, ils sont beaux. Ah, ceux-là, ils portent mon nom, je le vois. Ils sont pour moi. Là, ceux-là, ils sont pour toi, ils attendaient sagement. Là, Moi, ce que j'aime bien faire avec les feuilles comme ça, c'est un petit risotto. Toi, je récupère toutes ces petites choses comme ça. Ah, d'accord, Je fais un super. risotto avec ça dans le risotto, c'est top. Mais moi, je vais m'en servir pour faire une vinaigrette, là. Pour le reste de ces légumes, Anthony va directement les cueillir dans la nature. On a le plus grand jardin potager qui puisse exister, gratuit.